Donc, je m'appelle Miniel Tal. Je suis coordonnatrice de la communication à la Fondation Heinrich Böll Bureau de Dakar. Avant de passer la parole au directeur, Monsieur Fabien Hepp, qui va camper le débat, vous souhaiter la bienvenue et introduire notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Sadibou Marong. Je voudrais juste faire quelques petits rappels d'usage pour ceux qui nous rejoignent. Donc, le Böll Talks, c'est un événement mensuel qui nous permet de parler de l'actualité sous l'angle de nos thématiques, donc nos deux thématiques phares qui sont la démocratie et l'écologie. Ce mois-ci, en février, nous sommes sous le thème de la démocratie et donc nous avons choisi de parler de la liberté d'expression avec notre invité, donc Monsieur Sadibou Marong. Avant ça, il faudrait que vous sachiez que c'est un webinaire qui est enregistré pour nous permettre de pouvoir partager le contenu des réflexions d'aujourd'hui avec nos audiences. Donc, ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur toutes nos plateformes. Donc, nous partagerons le lien et nous vous invitons à venir sur notre site internet, donc sn.bol.org, ou à nous joindre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Alors, tous les micros et les vidéos sont coupés pour permettre d'avoir un focus d'abord sur le modérateur et le présentateur. Et donc, si vous souhaitez prendre la parole en tout temps, vous pouvez utiliser la chat box qui sert à ça. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes et d'où vous vous connectez. Donc, bien évidemment, ce sera certainement du Sénégal en priorité, mais peut-être que vous nous suivez d'ailleurs et ça nous intéresse de savoir d'où. Et ensuite, je voudrais rappeler que ce Bull Talks dure environ 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, nous allons donner la parole au modérateur qui introduira notre invité de ce jour et ensuite, nous ouvrirons une petite période de questions et réponses et discussions. Voilà, je vous souhaite un agréable moment avec nous et vous remercie encore tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Fabienne, c'est à toi. Merci beaucoup, Méniel. Merci pour ce mot d'ouverture. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement de votre participation à la deuxième édition de notre format Böll Talks. Moi, je m'appelle Fabian Heppe, je suis le directeur de la Fondation à Dakar. J'aurai l'honneur aujourd'hui de modérer notre discussion sur la liberté d'expression et je suis ravi de m'entretenir avec Sadibou Marong, qui est le directeur du bureau des Reporters sans frontières en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas encore HBS Dakar, je vous rappelle brièvement que la Fondation Heinrich Böll est une organisation politique affiliée au Parti écologique allemand, présente dans 35 pays dans le monde. Sa vocation ultime est de contribuer à l'avènement des sociétés équitables, justes, inclusives et durables, où chaque citoyen et citoyenne puisse pleinement s'épanouir. Nous nous considérons comme un laboratoire d'idées, mais également aussi comme une plateforme d'échange qui a comme objectif de réunir les différents acteurs autour des grandes questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Et en fait, au Sénégal, nous collaborons étroitement avec la société civile sur la thématique comme le développement urbain durable, l'égalité de genre, la gouvernance des ressources naturelles, les questions migratoires, ainsi que la défense de la démocratie et de la protection des droits individuels. Et ce dernier point sera notre sujet cet après-midi. Je pense que la raison pour laquelle nous avons choisi d'aborder la liberté de la presse est évidente. Sans exagération, on pourrait dire que le Sénégal traverse une crise politique profonde. Certains observateurs craignent que la démocratie sénégalaise ne soit mise en péril, ainsi que les acquis en matière de liberté individuelle. Les tensions politiques ont conduit à une restriction répétée des libertés d'expression, une restriction de la liberté de presse et de la liberté de réunion au cours des dernières années. Voilà. Donc, ça sera un peu notre thématique aujourd'hui.
Et juste comme petit exemple, je pense que vous le savez bien, récemment, l'accès à l'Internet mobile a été de nouveau coupé pour la troisième fois dans moins d'un an. Et Wife TV, une chaîne de télévision, a été temporairement suspendue. Donc, en fait, durant les dernières années, il y avait des journalistes qui ont été confrontés par des menaces publiques. Il y avait des poursuites judiciaires et aussi des attaques. Donc, on va se poser aujourd'hui la question, quel est l'impact de ces climats constants d'incertitude sur les médias au Sénégal, qui sont souvent considérés comme le quatrième pouvoir dans une démocratie? Comment les journalistes peuvent-ils protéger et comment peut-on préserver aussi la liberté des espaces civiques au Sénégal? Voilà, ça, ce sont quelques questions que j'aimerais aborder en discussion avec Sadibou Marong. Oui, comme je disais, nous sommes très contents que tu es là, Sadibou. Bienvenue et merci encore une fois pour la possibilité d'échanger avec toi. Peut-être je vais commencer avec une question un peu plus personnelle. Sadibou, tu es journaliste par profession. Tu as travaillé plus de 10 ans pour le quotidien sénégalais Le Soleil, mais tu as aussi collaboré avec des autres médias internationaux. Et en fait, en tant que journaliste, j'aimerais bien savoir comment vives-tu cette période difficile et comment vont tes collègues? Merci beaucoup, Fabien, et bonsoir tout le monde. Euh, donc, je pense en tant que journaliste, à la base, c'est extrêmement difficile. D'abord, les conditions de reportage sur le terrain qu'on a vues au Sénégal ces 2 ou 3 dernières années. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de terrain à un moment donné de ma vie professionnelle, mais je n'avais jamais vécu une situation aussi difficile. D'une manière générale, c'est compliqué sur le terrain, surtout pour les reporters, parce que je pars du postulat selon lequel ce sont les reporters qui sont sur le terrain, donc qui se confrontent soit aux forces de sécurité, qui souvent les répriment, et ce sont les reporters également qui sont sur le terrain, qui font face également aux acteurs politiques, souvent de tous bords. Ce sont les reporters aussi qui font face à toutes sortes de sources sur le terrain. Je ne peux pas dire que tout va comme dans le meilleur des mondes possibles. Là, il y a eu beaucoup d'illustrations, beaucoup de cas ces derniers temps, et notamment le dimanche 4, ça c'est le dernier exemple qu'on a vu, avec des journalistes, dont une femme, ils ont frappé directement par des forces de sécurité, arrêtés. Et donc, c'est extrêmement compliqué et elle n'était pas la seule depuis ces derniers temps aussi. On a eu beaucoup de cas sur lesquels nous avons travaillé avec notre équipe à Dakar ici. Et c'est ça que je voulais dire dans un premier temps. Mais d'une manière générale, tout cela ce ne va pas empêcher le journalisme de continuer à exister dans un pays comme le Sénégal et même au-delà. Le journalisme en tant que métier, en tant que profession va exister. Maintenant, il va falloir, au fur et à mesure qu'on dépassera, oui, que le pays dépassera cette situation difficile, voir comment faire en sorte que les conditions de l'exercice du journalisme sur le terrain, mais ailleurs également, puissent être intéressantes et importantes, dignes d'intérêt pour les journalistes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, je me souviens, je pense que tout le monde a vu les images de la femme qui s'est fait frapper. Ça a vraiment aussi s'était circulé dans tous les différents réseaux sociaux. Pourtant, ce qu'on dit souvent, c'est que le paysage médiatique au Sénégal est très divers et aussi très pluriel. Il y a au moins 40 quotidiens, plus qu'une trentaine de radios, il y a une vingtaine de différentes chaînes de télévision. Et même si le Sénégal est souvent considéré comme un fleuron de la liberté de la presse, je pense que les dernières années, il y avait beaucoup de Sénégalais qui ont accusé aussi la presse de ne pas vraiment être indépendant et qu'ils ont aussi perdu la confiance dans les médias. Comment en fait décris-tu actuellement l'état de la liberté de presse au Sénégal et quels sont les enjeux? Oui, oui, en termes d'état de la liberté de la presse, ce que nous voyons un peu dans un pays comme le Sénégal, qui, comme vous l'avez dit, a pendant longtemps été un fleuron de la liberté de la presse,
en Afrique de l'Ouest et même au-delà. On a vu un peu cette sorte de chute du pays, aussi bien dans le classement mondial de la liberté de la presse depuis 2022, un pays qui est passé 74e à la 104e place, qui a perdu une trentaine de places. Et généralement, quand un pays perd un si grand nombre de places, cela veut dire qu'il y a des problèmes. Mais au demeurant, la liberté de la presse existait si, tel que nous, à Reporters sans frontières, nous la définissons, la possibilité d'exercer le métier de journaliste indépendamment un peu des pressions politiques, sociales, mais indépendamment également de toute pression de type légal, indépendamment aussi de la possibilité d'être arrêté et de ne pas être sous la contrainte des pouvoirs politiques ou des lobbies financiers. Cela existait, mais malheureusement, depuis 2020, euh, avec la COVID, la situation a commencé à être difficile. Ça s'est empiré en 2021, 2022, en 2021, essentiellement avec les attaques qu'on a vues contre des médias venant souvent d'acteurs politiques, notamment soit à l'époque de l'opposition qui s'attaquaient à des médias. Et ça s'est amplifié en 2022 aussi, directement parce qu'il y avait également la situation politique. Le pays allait vers des élections, je pense, municipales ou législatives, c'est soit l'une ou l'autre. Et après, il y a aussi actuellement la situation actuelle. De toute façon, cela ne s'est pas amélioré. Cela ne se porte pas très bien. Et ce que nous constatons également dans le monitoring que nous faisons, c'est que pendant les périodes électorales où il y a de forts enjeux d'élection, cela charrie beaucoup d'impacts souvent négatifs sur les médias et soit en termes d'attaque, en termes de pression, en termes de comportement souvent difficile, mais souvent également en termes d'arrestation, comme on l'a vu avec le cas, soit un certain nombre de cas emblématiques, Pape Alé Niang, Pape Ndiaye, Serigne Saliou Gueye et d'autres encore qui avaient été arrêtés. Ça c'est un constat que nous avons fait et ça s'est confirmé récemment également avec ce qu'on a vu quand il fallait, avec le démarrage avorté de la campagne électorale. Donc, et on a peur aussi que cela puisse continuer parce que manifestement, les autorités n'en prennent pas un peu la mesure exacte et cela impacte également dans le rendu en termes de contenu dans les médias finalement. On voit peut-être que du tout politique en termes de headlines comme on dit. En termes de rendu également, on voit une forte couverture politique. C'est relativement normal parce que les médias ils s'intéressent d'abord à ce qu'on dit comme on dit en anglais, what the media wants. Les situations politiques les intéressent. Mais au-delà également, il n'y a pas que ça. Il y a la vie qui doit être. Il y a d'autres actualités, il y a d'autres informations qui mériteraient probablement une couverture réelle, une couverture digne d'intérêt des médias, mais ce n'est pas encore le cas. Et bon, à la décharge des journalistes et des médias, c'est parce que peut-être ils font ils font beaucoup de focus sur l'actualité politique pour essayer de répondre soit à leur audimat, à leurs téléspectateurs, aux attentes de leurs audimat, téléspectateurs ou lecteurs. C'est cela qu'on voit aussi émerger. Tu as mentionné, hein, le Sénégal a perdu 30 places dans le ranking de Freedom House, c'est très préoccupant. On a vu aussi que pendant les dernières 3 années, il y avait, je pense, au moins 10 arrestations et interpellations de différents journalistes. Oui, tu as expliqué les différents cas, mais comment expliques-tu que ces mesures sont en fait appliquées par les autorités contre les journalistes et pourquoi c'est devenu au cours des années de plus courante et de plus appliqué? As-tu des explications pour cela? Non, je pense que je pars surtout dans les analyses que nous faisons un peu d'une sorte de situation, d'une sorte de, entre guillemets, crise de confiance entre autorités et médias. Les médias, généralement, sont considérés comme des gens qui sont assez jaloux, entre guillemets, de leur indépendance, même si on sait et on peut dire à juste titre, effectivement, qu'il y a des médias d'obédience qui sont souvent proches
des autorités et d'autres médias qui ont été aussi créés par des autorités elles-mêmes et d'autres médias qui s'efforcent à continuer à garder leur indépendance. Il y a donc sinon cette sorte de crise de confiance entre ce que les autorités souhaitent voir couvrir ou bien émerger dans les médias et cette résistance-là entre médias et autorités. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect que je vois, que nous, on a vu à Reporters sans frontières aussi, c'est que de plus en plus, il y a à l'intérieur parmi les acteurs des médias, un certain nombre de personnalités médiatiques, ou bien en tout cas un certain nombre d'acteurs qui sont directement ciblés par les autorités, compte tenu soit des positions que ces gens-là prennent, soit des positions liées à la vie politique, et des positions qui ne sont peut-être pas forcément favorables à ce que les autorités souhaitent voir. Et de ce fait, ces gens-là aussi sont forcément ciblés. Il y a aussi, au-delà de ces gens, mais il y a également des médias en tant que groupe qui sont perçus et considérés par des autorités, ou en tout cas une grande partie des autorités, comme des médias qui sont des médias d'opposition. Donc, on a ce clivage-là, cette sorte de bipolarisation entre médias qui sont là, qui souhaitent un peu continuer à faire le travail le plus normalement du monde, et d'autres médias qui sont à la limite ciblés, persécutés, mais par des autorités et qui ne souhaitent pas les voir un peu aborder un certain nombre de sujets qui peuvent être des sujets peut-être qui n'arrangent pas forcément les autorités. Ça, on le voit. Et malheureusement aussi, en fin de compte, on ne voit pas de solution. On ne voit pas quelque chose de très concret qui pourrait venir des autorités. Ce que nous voyons qui pourrait être une possibilité, c'est ce que les médias, ou en tout cas les associations de médias, souhaitent voir proposer aux autorités, comme elles l'ont fait récemment dans le cadre des Assises nationales de la presse au Sénégal, qui ont été, disons, un long processus où il y a eu beaucoup d'acteurs avec différentes commissions, avec des propositions à mettre sur la table en termes de contenu, en termes de relations, en termes de sécurité des journalistes, en termes même de perception juridique. Et autre chose également, ce qu'on voit aussi, ça, ce n'est pas simplement pour le Sénégal, mais on peut le voir également dans d'autres pays, l'utilisation un peu des lois liberticides contre les journalistes et les médias. Certaines autorités au Sénégal, par exemple, on a vu qu'il y a un code de la presse voté en 2017 qui semblait être intéressant, mais malheureusement qui continue d'avoir des dispositions, disons, liberticides, et qui font que, par exemple, là où le Mali, qui est le Mali ou le Niger ont dépénalisé les délits de presse, ce n'est pas encore le cas pour un pays comme le Sénégal. S'il y avait cette dépénalisation-là, ça pourrait peut-être essayer d'arranger ou en tout cas limiter le nombre de journalistes qui, même, on ne peut pas dire que les journalistes ne seront pas arrêtés, mais quand ils sont arrêtés, qu'ils ne soient pas envoyés en prison parce que simplement c'était dans le cadre de leur travail, mais qu'il y ait peut-être des amendes assez proportionnelles contre eux s'il est établi sur le plan judiciaire qu'ils ont fauté, ou bien qu'ils soient mis devant le tribunal de leur père pour recevoir les sanctions liées à cela. Mais au mieux, ne pas les envoyer en prison. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas au Sénégal. Et ça, c'est une sorte d'écueil, je pense qu'il va falloir essayer d'enlever. Et nous, dans le plaidoyer que nous avons fait en direction des candidats à la présidentielle, on a abordé ce point-là qui nous semble extrêmement important. Souvent, quand les journalistes ont été arrêtés ou interpellés par les autorités sénégalaises, les autorités ont dit que c'est parce qu'ils ont diffusé la désinformation, que parfois il y avait des appels à l'insécurisation. Donc, il y avait aussi dans le code pénal, je pense que c'est dans l'article 255, en fait, la criminalisation de la désinformation. C'est qu'on pourrait dire que c'est quelque chose de bien. Mais souvent, c'est ça aussi qui est utilisé par les autorités pour justifier les journalistes. Comment toi,
Comment toi, tu évalues un peu cette démarche et cette justification légale des autorités? Ce qu'on a vu, par exemple, récemment, disons ces dernières années, les motifs d'arrestation quand un journaliste est inculpé, souvent c'est diffusion de fausses nouvelles, jeter le discrédit sur les institutions, ou bien alimenter des discussions de nature à troubler l'ordre public, ou bien il y a aussi bon, en fait, c'est un peu le fameux sorte de patchwork, disons dans la litanie d'accusations ou de charges contre les journalistes qui sont revenus. Il y en a certains qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait accepter parce que nous, à Reporters sans frontières, il nous est difficile de défendre un journaliste qui est partisan, par exemple, partisan de manière politique, par exemple, en appelant directement à l'insurrection. Nous, du point de vue de l'éthique, c'est des choses qu'il nous est difficile de défendre. On a vu aussi des cas de journalistes, c'est pourquoi sur lesquels nous ne nous sommes pas prononcés, même si nous avons fait le monitoring sur ces cas-là, de journalistes pendant des manifestations, qui faisaient du live aussi, qui appelaient un peu les gens à sortir, à manifester, à sortir, à s'en prendre à des policiers, à des agents des forces de sécurité. Mais ça, ce n'est pas le rôle des journalistes. Donc, nous, Oui. notre mandat nous donne un certain nombre de limites. Mais si il y a des cas où, mais on a eu des cas où on est sûr et certain que l'accusation sont des accusations pratiquement infondées. Et de plus en plus, on a remarqué que souvent, soit ce sont les parquets ou la façon par laquelle un peu les accusations ont été fabriquées, ou en tout cas conçues, il y a une possibilité de charger davantage le journaliste afin de le maintenir en prison, afin de ne pas donner aucune voie de le secourir, de le charger davantage. C'est arrivé à pas mal de journalistes ici. Par exemple, Pape Alenia, à un moment donné, c'est ce qui lui était arrivé, une sorte de surcharge de ses accusations. C'est arrivé également à un journaliste comme Serine Saliou Gueye, à qui les gens disaient, par exemple, qu'il avait un peu une sorte de exercice illégal du journalisme. Bon, et cela, même si du point de vue légal, par rapport au nouveau code de la presse, on peut le concevoir, mais il y a des gens qu'on a arrêtés et quand on les regarde et quand on scrute leur parcours, on ne peut pas dire carrément que ces gens-là ne sont pas des journalistes, même s'ils peuvent avoir des opinions qui sont des opinions divergentes, des opinions dissonantes ou en tout cas d'autres opinions qui ne sont pas forcément favorables aux autorités. Donc, il y a eu ces cas. Mais le fait, par exemple, de dire, il y a eu même des cas de recel de documents où on a accusé à des gens de recel de documents, de troubles à l'ordre public. Et je ne vois pas, par exemple, comment un journaliste peut être, disons, le facteur d'un trouble à l'ordre public. On peut considérer, on peut accepter le cas de diffamation parce que souvent, ça peut arriver dans la carrière d'un journaliste qui, en toute bonne foi, soit accusé de diffamation et soit accusé soit de diffusion de fausses nouvelles, mais pas de discréditer, de tenir des propos de nature à troubler l'ordre public ou bien de troubler l'ordre public lui-même. Ça peut être un peu problématique. Donc, pour Oui. résumer sur ce cas, il y Oui. a eu surtout des cas qu'on peut considérer où les charges sont des Oui. charges assez acceptables, Oui. mais qui sont défendables un peu aux yeux de l'opinion internationale et qui sont défendables, et d'autres charges qui sont extraordinaires, qui ont extraordinairement été renforcées, comme pour ne pas donner aucune voie de solution à ces journalistes-là, et ce qui montre un peu souvent que ce sont des journalistes qui avaient été ciblés directement parce qu'ils ont des opinions qui ne plaisent pas forcément aux autorités. D'autre côté, on pourra aussi dire que ce sont des efforts des gouvernements qui sont salués parce qu'ils visent à restreindre la désinformation. Je pense que pendant les élections législatives, il y a eu de nombreuses tentatives de désinformation sur les réseaux sociaux. Et il y a souvent aussi des soupçons que les différents acteurs politiques envoient des messages de propagande à travers des réseaux sociaux. Donc, on pourra aussi dire que la criminalisation de la désinformation pourra donc être quelque chose de normal ou bon et que c'est une bonne
pas dans la bonne direction. Est-ce que tu es pas d'accord ou est-ce qu'il faut faire attention par rapport à ça? Oui, nous, les messages que nous essayons de faire passer, souvent dans les formations que nous animons avec d'autres associations, la désinformation, souvent, vient de plusieurs facteurs aussi. Il n'y a pas souvent que les journalistes qui sont, en fait, euh, disons des canaux de désinformation. Mais si on prend le cas des réseaux sociaux, ça peut venir des actualités, des soutiens des hommes politiques, ça peut venir des hommes politiques ou eux-mêmes, qu'il s'agit du pouvoir ou de l'opposition. Et nous, on dit souvent que aux journalistes, que tant que les gens restent sur les fondamentaux de leur métier, en se donnant la possibilité de vérifier une information, en la collectant, après l'avoir collectée, de vérifier et d'avoir tous les faits et de rester sur les faits, ils seront sauvés par rapport à toute tentative ou processus de désinformation. Malheureusement, on voit que des deux côtés, aussi bien des acteurs politiques de tous bords et même de l'opinion, parce que ça peut venir de n'importe où, et ne pas aussi utiliser les médias comme des canaux de désinformation, que ce soit les médias en ligne généralement, mais que ce soit également les médias sociaux, disons les Twitter handles ou Facebook, des médias en ligne qui de plus en plus ont recours au digital un peu pour faire du journalisme. Ne pas les utiliser pour faire de la désinformation, parce que souvent, c'est un moyen rapide. Quand l'opinion s'en saisit, l'opinion a tendance à croire à cela. Or, si c'est carrément de la désinformation, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, donc c'est pourquoi souvent on peut comprendre quand les autorités parlent de possibilité de troubles à l'ordre public, parce que ça peut aller jusque-là, des tentatives de désinformation. Il y en a eu. Nous avons travaillé sur le projet des fausses unes, comme on dit, pendant les élections législatives. C'était extraordinairement difficile aussi. C'est là où on sent un peu comment, avec le digital et les réseaux sociaux, comment la désinformation peut aller très, très, très vite. C'était un projet dans lequel on avait, par exemple, vous prenez un journal comme L'Observateur, un journal comme Le Soleil, un journal comme l'Enquête Sud Quotidien. Tous ces journaux, à un moment donné, avaient été victimes de désinformation ou de tentatives de désinformation pour utiliser des messages de propagande. Et les gens qui le faisaient étaient derrière leurs écrans d'ordinateur. À chaque fois qu'il y avait la une du quotidien, par exemple le quotidien ou bien Sud Quotidien, ils étaient en mesure de faire changer en utilisant un peu les technologies modernes, ça peut être Adobe, ça peut être autre chose, de telle sorte à enlever cela, mais en laissant le logo du journal et à mettre les messages de propagande et de le répliquer ça sur les réseaux sociaux. Ça a créé ça a créé beaucoup de problèmes en termes de mévente pour les médias. Et certains médias, nous les avions encouragés à porter plainte et effectivement, ils avaient porté plainte. Sur Facebook, il y avait un groupe qui s'appelait OPS, qui était plus ou moins disons, qui était plus ou moins un peu l'autre pendant de l'Observateur. Et l'Observateur, ceux qui faisaient la guerre à l'Observateur estimaient que c'était un journal qui était proche des autorités. Nous, on se disait qu'on n'avait pas cette certitude-là et cette perception. Tous les jours, on peut lire ce journal-là, mais on y voit aussi bien des informations venant de l'opposition comme venant du pouvoir. On y voyait, on y lisait toutes sortes d'informations dignes d'intérêt. Donc, sur Facebook, ils avaient un groupe sur Facebook qui est allé jusqu'à au moins 40 000 followers sur Facebook. Et nous avons saisi officiellement Meta pour nous en prendre et leur demander de mesurer l'impact et les conséquences que ça pourrait avoir sur le plan économique pour ces médias, en termes de désinformation également pour une grande partie de l'opinion et tous les inconvénients que ça pourrait aller. Et après, au moins une semaine plus tard, on a vu que Meta, on avait travaillé avec Meta, Meta avait pu désactiver cette page-là. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça a été désactivé et les médias avaient porté plainte et nous, on avait communiqué sur cela pour attirer l'attention sur le fait que de plus en plus,
de la propagande était utilisée dans ce qu'on appelait cette histoire des unes détournées. Et c'était des journaux. Comme c'était des journaux, mais ça pourrait aller basculer également vers d'autres journaux, d'autres médias en ligne. Et s'il ne fallait pas, si on ne devait pas s'arrêter rapidement, ça pourrait également attaquer d'autres niveaux, impacter d'autres niveaux dans le journalisme d'une manière générale. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'était important d'éclaircir et clarifier encore cela. Félicitations aussi pour vos efforts par rapport à ça. Ouais, on a parlé un peu des journalistes sénégalais qui se font attaquer, qui sont accusés parfois de désinformation. Mais une nouvelle tendance que j'ai constatée récemment, c'est aussi qu'il y a des médias internationaux, comme des journalistes internationaux, qui sont de plus en plus pris pour cible aussi par les autorités. Je me souviens qu'en juillet 2023, donc l'année dernière, il y avait un communiqué du ministre de la Communication dénonçant en fait la couverture médiatique tendancieuse au Sénégal par des médias internationaux. Pourquoi les médias internationaux soient également attaqués? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle tendance? Quels sont les reproches envers ces médias internationaux? Comment on peut Euh, comprendre? pour ce qui est du Sénégal, depuis quelque temps aussi, c'est quelque chose que nous avons vu. Et dans le monitoring que nous faisons, ça, on l'a très bien fait ressortir, effectivement. En fait, le Sénégal, à l'origine, est quand même une sorte de hub en termes de pour mettre en place un peu de contexte. Aujourd'hui, au Sénégal, pouvez voir le bureau de l'agence France Presse pour l'Afrique de l'Ouest, qui est basé à Dakar. Bon, beaucoup de Sénégalais ne sont pas au courant. Le bureau de Reuters pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui est basé à Dakar. Le bureau de Associated Press pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale est basé à Dakar. Le BBC Afrique, la plus grande rédaction francophone de BBC Afrique a été délocalisée à Dakar. Dakar a des correspondants de presse allemands, anglais, français qui sont là. Donc, il y a même une association des journalistes de la presse internationale. Donc, Dakar est devenu un hub. Et c'est facile pour un journaliste basé à Dakar, un journaliste local, un journaliste international, d'aller couvrir. Il y a Al Jazeera, il y a Washington Post, New York Times, Le Monde, ils sont tous là. Et c'est facile pour ces gens-là de se déplacer. Il n'y a pas de coût, il faut juste être sur le terrain. Et les médias, généralement, travaillent sur la base de leur propre, d'un certain nombre d'angles de traitement pour être utiles et pour informer leur opinion chez eux. Parce que France 24 le fait, TV5 Monde le fait, ils ont tous des représentants. Maintenant, on a vu en juin 2023, quand il y avait des gens qui avaient des machettes et qui étaient à côté des forces de défense et de sécurité, il y avait très peu de médias sénégalais qui avaient pu faire les efforts nécessaires pour investiguer ce cas-là. Et un média comme France 24 l'a fait et a démontré effectivement que ces gens, contrairement à ce que la police prétend, les forces de défense et de sécurité, mais ces gens étaient beaucoup plus avec eux. Et ils ont fait beaucoup de violations des droits humains. Hein. Ils ont frappé des gens, ils ont tiré, ils ont fait pas mal de choses. L'intérêt, quand c'est couvert dans un média international, mais ça booste, c'est des histoires comme ça booste l'intérêt médiatique au niveau de l'opinion internationale. Et de ce point de vue, les autorités, la perception qu'elles ont, c'est que les gens sont en train de nous faire en quelque sorte un mauvais procès. Ce qui est très faux. Euh, Ils oublient souvent que ces médias utilisent des angles de traitement qui sont des angles de traitement dignes d'intérêt et bénéfiques pour leurs propres lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, et souvent dans leur propre pays ou dans la diaspora où ils sont accessibles. Malheureusement, ce n'était pas, c'est quelque chose qu'ils ont fait et c'était pour nous, le communiqué du ministre de la Communication était vraiment maladroit. Il n'y avait franchement pas de quoi fouetter un chat. On a aussi vu que même des médias internationaux étaient ciblés. Le correspondant de Al Jazeera ici au Sénégal, avec son fixeur, ils ont été menacés, ils ont été attaqués. Et de plus en plus, c'est des choses qu'on a vues. On a vu le dimanche 4 aussi,
le caméraman de la TV5 Monde aussi sur la même chose. Donc, les autorités, souvent, nous, on se dit que elles se trompent de combat par rapport aux médias internationaux. Le président Macky Sall, on l'a même vu récemment, je pense il y a même 2 ou 3 jours, dire cela. Et ça, c'est extraordinairement mauvais. C'est très maladroit parce que si une autorité publique le dit, ça va mettre ces médias-là, c'est comme essayer de les jeter en pâture face à des acteurs politiques et à leur soutien. Parce que demain, leur sécurité peut en pâtir, demain, ils peuvent être molestés, ils peuvent être attaqués. Mais la perception que les autorités ont n'est pas une très bonne perception et cela ne nous semble pas très juste. Ces médias, il faut les mettre sur un même pied, leur donner la protection, leur assurer la protection nécessaire, leur permettre d'informer et d'exercer librement le journalisme, comme les journalistes sénégalais le feraient, sans représailles ni risque d'arrestation. Merci beaucoup, Sadibou. Peut-être avant d'ouvrir maintenant la discussion à des autres participants aussi et à les permettre de poser leurs questions, juste une dernière petite question de ma part. J'aimerais bien revenir un peu sur la situation actuelle. Oui, on se souvient, il y a 3 semaines que le président a annulé les élections présidentielles et après il y avait le report. Et ensuite, il y avait de nouveau une coupure de l'Internet mobile au Sénégal. Et je pense que c'était la semaine ensuite ou la semaine après que l'ambassade des États-Unis a critiqué en fait la coupure d'Internet. Et après en fait cette dénonciation de l'ambassade des États-Unis, une journée plus tard, le gouvernement a réétabli l'accès à l'Internet. Et depuis ça, on n'a plus vécu des coupures d'Internet mobile ici au Sénégal. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que pourrait être le rôle qui peut jouer les différents partenaires internationaux. Comment cette pression internationale pourra aussi aider de maintenir la liberté d'information. Et qu'est-ce que peut-être aussi le journaliste attend de ces partenaires internationaux actuellement? Merci. Voilà, merci. Donc, je pense que sur les coupures d'Internet et au-delà même des coupures d'Internet, sur le libre exercice du journalisme, pour nous, sont des aspects extrêmement importants. La possibilité d'accéder à Internet à temps réel, notamment à travers les données mobiles, parce que ce qu'il se passe au Sénégal avec les données mobiles, de plus en plus, nous avons vu l'émergence d'une presse en ligne très dynamique, qui informent à temps réel, qui ont des jeunes reporters sur le terrain, mais qui utilisent leur téléphone portable pour faire ce qu'on appelle le live, du direct, ou bien qui utilisent le téléphone portable pour collecter l'information et balancer directement à la rédaction pour que là-bas, les gens, ils traitent et ils diffusent. Donc, c'est pour les journalistes, l'utilisation de l'Internet à temps réel sans coupure est extrêmement importante. C'est des gains de temps. Ils peuvent aussi utiliser cela pour faire du fact-check quand vous êtes sur le terrain. Et c'est vraiment extrêmement important. Nous, à chaque fois qu'on a des pays, il y a des pays qui sont dans un processus électoral, le message que nous essayons de faire passer, c'est vraiment de ne pas couper Internet. C'est-à-dire que de laisser accès libre, sécurisé et libre, ouvert pour tout le monde, y compris les journalistes. Ça permet un free flow de l'information, comme on dit. Ça, c'est quelque chose dans notre plaidoyer que nous faisons. Et à chaque fois qu'il y a et qu'on a aussi la possibilité de parler soit avec les représentations diplomatiques, la communauté internationale, y compris les ambassades, les fondations qui sont sur place, nous essayons de faire passer ce message-là. Il y a 2 choses qui sont importantes, notamment en période électorale. Du point de vue des médias, la possibilité pour les médias de couvrir le processus sans aucun risque de représailles et en toute sécurité, mais de couvrir cela en toute indépendance, en respectant leur éthique et leur déontologie. Ça, c'est quelque chose qui appartient. L'éthique et la déontologie, c'est au niveau du journaliste. Mais sans risque de représailles pour leur sécurité, c'est aussi bien aux journalistes
et à sa rédaction, mais c'est aussi aux autorités pour que les forces de sécurité, de défense et de sécurité puissent en être conscients. C'est pourquoi nous, cette année, ils ont torpillé, entre guillemets, les autorités ont torpillé ici le processus électoral, mais bon, nous, cette année, on a plus travaillé sur des formations à la sécurité physique et digitale ou des journalistes, et on a travaillé à la couverture médiatique des élections, parce qu'il faut rester éthique et il faut rester sur les faits. Et on a également essayé un peu de donner des gilets d'identification et essayer de construire des relations, de développer des relations constructives entre journalistes et forces de défense et de sécurité. Malheureusement, sur le terrain, on ne voit pas le comportement des forces de défense et de sécurité souvent pose problème. Donc, nous essayons de faire passer ce message-là, que les arrestations de journalistes sont souvent des taches noires pour le pays et qu'à chaque fois qu'il y a l'occasion pour la communauté internationale de le répéter cela, c'est bien de le faire et que les attaques contre les journalistes également, c'est bon, c'est ça, et que les coupures d'Internet également, d'une manière générale pour l'ensemble de la population, mais y compris également les journalistes, c'est ça. Maintenant, après, la lutte contre la désinformation, c'est extrêmement important. Il faudrait que de plus en plus faire passer le message selon lequel certaines autorités, par exemple au Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'aide à la presse. Cette aide à la presse devrait pouvoir être conditionnée à un certain nombre de comportements éthiques et déontologiques pour les médias, mais aussi à ce que, par exemple, ces médias puissent avoir des protocoles de sécurité à l'interne, que puissent avoir également un peu des chartes contre la désinformation, des choses comme ça, comme cela. Un peu, ce sont un certain nombre d'aspects sur lesquels on a beaucoup insisté. Et surtout, en fait, aussi, essayer de mesurer dans l'aide internationale que la communauté internationale fait aussi, d'utiliser la question des médias comme une sorte de critère. Par exemple, nous, en RDC, on avait insisté à ce que dans le MCCA, dans son financement, puisse demander aux autorités, sur le plan des médias, sur le plan presse freedom, liberté de la presse, où est-ce que vous en êtes? Nous voyons telle organisation dire ça, quelle est votre réponse? Et souvent, c'est des sortes de pressions très diplomatiques, mais les autorités, quand elles sont au courant de ça, mais ça va leur permettre un peu de changer de comportement et de faire réussir le plaidoyer. Oui, merci beaucoup, Sadibou. Si je peux juste ajouter quelque chose modestement, vous faites aussi, je pense, un très, très bon travail dans la documentation de violations de liberté de la presse, comme vous avez aussi le fait dans le cadre de notre coopération de l'année dernière. Je pense que ça aussi, c'est un moyen très important d'alerter aussi des partenaires internationaux sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on a besoin de ce suivi. Pour avoir un bon aperçu sur, je dirais, ouais, la gravité et l'ampleur aussi de ces violations. Ouais, et je voulais juste ajouter un peu pour vous compléter qu'il y a aussi les rapports, le reporting aussi qui me semble important. Souvent, qu'on peut faire des rapports sur une période déterminée, bien documenter les cas et puis les soumettre aux organisations qui peuvent aussi les utiliser dans leur plaidoyer ou bien les soumettre directement aussi aux autorités. Merci beaucoup, Sadibou. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour tes réponses. Nous allons maintenant passer à la partie questions. Donc, j'invite les différents participants à lever la main ou à écrire leurs commentaires dans le chat. Je vous demande d'être bref et de poser directement vos questions si vous en avez. Et je vais collecter 3 questions à la fin, puis donner la parole à Sadibou pour l'occasion d'y reprendre, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le chat. Pardon. Je ne vois pas de mains qui se lèvent. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une dernière petite question pour toi, Sadibou, avant de clôturer. Qu'est-ce que nous attend dans les prochaines semaines? Est-ce que tu penses que la situation va s'améliorer? Est-ce que tu vois que
les différents pas qui sont pris pour apaiser aussi la société sénégalaise. Est-ce qu'ils ont déjà en effet? Et est-ce que tu vois aussi qu'il y a un certain allègement pour la situation des journalistes et des différents médias actuellement? Moi, fondamentalement, d'après les discours, les derniers discours que j'ai vus et la dernière situation qu'on a analysée, par exemple, le 4 de février, on était à une vingtaine d'attaques contre des journalistes. Ce n'était pas, c'est pratiquement presque le double en moins de, ce jour-là, c'était extraordinairement difficile, en moins de 3 mois, pratiquement. Donc, cette tendance, si ça continue, euh, on risque d'aller vers une situation difficile. Une campagne électorale, généralement, ce sont des acteurs politiques qui l'organisent, mais ils ne peuvent pas l'organiser sans la présence des médias en termes de médiatisation. Ça veut dire que les médias seront toujours aux côtés des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, souvent, s'ils ne contrôlent pas leur soutien ou leurs militants, ces derniers peuvent s'en prendre souvent à des journalistes. Ça, c'est la première chose. Et nous, on leur a dit qu'il faudrait que les gens se prononcent publiquement pour que la sécurité des journalistes soit renforcée pendant ce processus-là, disons, à l'ouverture de la campagne, le jour des élections et au-delà. Et ça, l'État a un rôle à jouer et les acteurs politiques également ont un rôle à jouer. Du point de vue des journalistes aussi, nous, les recommandations que nous faisons, c'est souvent de ne pas aller se jeter dans la gueule du loup parce que leur sécurité est extrêmement importante. Ils n'ont pas besoin de faire de cette compétition-là euh, pour pouvoir disons, être les premiers sur une information et en risquant leur vie. Je pense qu'ils peuvent se préserver de plus en plus. Et rester éthique aussi, c'est une recommandation qu'on fait souvent. Éviter les histoires de désinformation. Rester eux-mêmes dans tous les cas, rester journaliste et ne pas être porte-parole d'un parti politique, ça c'est important. Et il y a aussi au Sénégal, nous on a participé au processus à travers quelques commissions des assises nationales des médias. On a trouvé l'initiative extrêmement intéressante et nous avons continué à y participer. Et là, c'est actuellement les recommandations, en tout cas le dernier rapport général euh, que les organisations locales doivent soumettre. Et on s'est dit que ça pourrait être extrêmement important pour le prochain président de mettre en œuvre ces recommandations-là. On est aussi dans un pays où tous les journalistes qui ont été remis en liberté provisoire n'ont pas vu les charges qui pèsent contre eux abandonnées. Il faudrait qu'on aille vers ça, que ce soit Pape Alé Niang, que ce soit Pape Ndiaye et des autres, parce que généralement, c'est des gens... je sais que Pape Alé Niang, par exemple, ne peut pas voyager parce que son passeport était, en tout cas jusqu'au mois de décembre, confisqué. Il faut que les autorités, en tout cas les prochaines autorités, les nouvelles autorités qui vont arriver, euh, lèvent toutes ces sanctions, entre guillemets. Et maintenant que les journalistes aussi puissent se dire qu'ils sont simplement des journalistes et pas des activistes aussi, parce qu'il y a journalisme et activisme, c'est deux choses qui sont pratiquement différentes. Mais d'après de ce que nous avons vu, le 4 jusqu'à aujourd'hui, avec ces menaces à peine voilées directes contre les médias internationaux, nous sommes sur le qui-vive et nous attendons. C'est pourquoi nous avons décidé de renforcer notre système de monitoring aussi pour le mois de mars jusqu'au mois de juin ou au-delà du mois de juin, qui est la période, disons, indiquée pour les élections, pour renforcer davantage avec probablement la possibilité d'écrire un autre rapport post-élection à la fin. Merci beaucoup, Sadibou, pour ces recommandations à la fin qui concluent très bien, je trouve, notre discussion. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion de Bull Talks. Tout d'abord, je tiens à remercier une fois de plus Sadibou pour ton temps, pour ta disponibilité, pour ton expertise. Je pense que tes interventions ont été très éclairantes et je te remercie encore une fois pour ton engagement. Enfin, je remercie aussi ma collègue Méniel pour avoir organisé cette discussion. Merci beaucoup, Méniel.
Voilà, donc juste à la fin, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de la journée et j'espère que vous nous rejoindrez le mois prochain pour la prochaine édition de Bull Talks. On va toujours le faire le 29 de chaque mois. Merci beaucoup et je passe la parole à Miniel. Je pense que tu as tout dit. Merci Fabienne et merci surtout Sadibou pour la disponibilité, pour toutes ces informations et nous espérons effectivement que la situation se calme pour tout le monde et surtout pour les journalistes. Donc merci à tous et à toutes d'être restés avec nous et à très bientôt. C'est tous les derniers jeudis. Donc ça peut être le 29 ou un autre jour, mais c'est tous les derniers jeudis du mois. Très bien. Merci beaucoup pour cette opportunité et merci aux autres qui étaient en place également, qui étaient en ligne. Et c'était une excellente opportunité pour nous aussi. Et je rappelle que nous faisons beaucoup de monitoring aussi sur la situation au Sénégal. Au tout début, c'était un pays paisible. Bon, je pense que ça va de redevenir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle RSF avait décidé de faire de Dakar le siège de son bureau. Moi, quand je venais d'arriver, par exemple, on ne réagissait presque pas sur le Sénégal, mais là, depuis quand même depuis quelque temps quand même, c'est devenu un pays où on a pratiquement des spotlights là-dessus et ça devient inquiétant, mais j'espère que la situation pourra changer. On va rester optimiste. Voilà. Merci Sadibou. Bonne journée à Merci. toi. Merci. Bon après-midi. Au revoir tout le Au revoir. monde. Merci Au encore. Au revoir. revoir.